25 mars 1983. La nuit fut ponctuée des habituels coups dans les murs et des bruits de grincement. J'avais programmé une alarme peu avant les 2h30 pour être sûr de pouvoir assister à un événement inhabituel, mais rien ne se passa. Du moins, rien que je ne puisse percevoir à ce moment précis. Peut-être ai-je parlé trop vite. C'est une catastrophe. Le chien des Anderson est disparu. J'ai découvert ce matin une plaie au niveau de ma gorge, comme si on en avait essayé de m'étrangler. L'attitude de Marie change de jour en jour. Elle est méconnaissable. Elle devient de plus en plus agressive. Les traits de son visage se sont durcis. Elle paraît être en très mauvaise santé. Nous l'emmènerons cet après-midi à l'hôpital. Les médecins ne sont pas en mesure de diagnostiquer son état, en dehors d'une grande fatigue physique et mentale. Pauvre petite. Peut-être qu'elle aura l'occasion de se reposer ce soir, étant donné que la nuit d'hier avait été relativement calme. 26 mars 1983. Hier soir, j'ai été réveillé par mon alarme programmée à 2h30 du matin. Au bout d'une dizaine de minutes, des bruits de plus en plus forts ont commencé à retentir dans le couloir. Quelqu'un semblait faire les 100 pas le long du premier étage. Puis le bruit disparut aussitôt. C'est à ce moment que je décide de sortir de ma chambre pour voir ce qu'il se passe. En ouvrant la porte, je tombe nez à nez avec Marie qui se tient debout, totalement immobile. J'ai pu la prendre en photo avant de chercher à la raccompagner dans sa chambre. Mais au moment de la saisir par le poignet, elle s'est enfuie en courant jusqu'au 2e étage. Il m'a fallu quelques instants avant de me ressaisir pour enfin me décider à la suivre. En marchant en direction de l'escalier qui mène au 2e étage, des bruits très étranges commencèrent à retentir. Comme si quelqu'un courait dans tous les sens en se cognant au mur et aux meubles. En arrivant en haut, je sentis quelque chose percuter mon crâne. Ce matin, je me retrouve dans mon lit, sans savoir ce qu'il s'est passé, avec une photo terrifiante venant de mon appareil. Le cliché montre Marie couverte de sang, avec un couteau de cuisine dans la main droite, et ce qui semble être de la chair dans la main gauche. 27 mars 1983. La situation est hors de contrôle. L'entité qui hante cette famille gagne un peu plus de terrain chaque jour. Les Anderson sont effrayés. Je dois leur venir en aide quoi qu'il m'en coûte. J'ai pris contact avec le père Thomas pour qu'il se charge de demander un exorcisme auprès de l'église. J'espère que quelqu'un nous sera rapidement envoyé. Entre-temps, le chien a été retrouvé dans un coin du jardin. Une entaille qui part de sa gorge jusqu'au bas de son ventre laisse entrevoir ses organes. Quelle horreur! Fuir le manoir n'est pas une option. L'entité nous pourchasserait même jusqu'au bout du monde. D'ailleurs, le garage d'Andy a été dévasté par un incendie il y a 2 jours. Et le professeur de l'école de Marie serait actuellement hospitalisé après un grave accident de voiture. Je ne pense pas qu'il ne s'agisse que de simples coïncidences. 28 mars 1983. Je ne me suis pas réveillé au cours de la nuit, mais mon appareil photo semble avoir été utilisé par quelque chose ou quelqu'un. De terrifiants clichés ont été pris durant mon sommeil. On y voit à plusieurs reprises la silhouette d'une femme pendue à une poutre qui soutient le plafond du sous-sol. Dieu soit loué. L'église nous envoie un prêtre habilité à pratiquer l'exorcisme. Il sera là dès ce soir. Ça y est, cette affaire touche à sa fin. Peu importe l'issue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce soir, un exorcisme sera pratiqué. Dans le meilleur des cas, cette courageuse famille sera enfin libérée de ce calvaire. Non sans séquelles certes, mais tout de même. Par contre, si l'issue de cette soirée tourne à notre désavantage, nous pourrions être tous condamnés. Il ne nous reste plus que l'espoir et la prière. Nous avons accueilli le prêtre chargé d'effectuer l'exorcisme. L'homme paraît être doté d'une grande confiance en lui et d'une foi inébranlable. Il est extrêmement expérimenté dans le domaine. Ma réputation semble me précéder. Apparemment, le prêtre aurait examiné un grand nombre d'affaires sur lesquelles j'ai travaillé. Il juge mon travail comme étant de très bonne qualité. William a été confié à sa grand-mère, qui vit à quelques kilomètres d'ici. Andy, Amanda et moi sommes chargés d'aménager la pièce dans laquelle la séance se déroulera. Le sous-sol qui avait tant été évité et craint jusqu'à présent était désormais assailli de crucifix, de bibles, de bougies et de toute une ribambelle de flacons d'eau bénite. Un vieux lit avait été disposé au centre du sous-sol. Marie allait devoir s'y coucher durant l'intégralité de la séance, tout en ayant les pieds et les poings liés, ceci dans le but d'éviter qu'elle ne se blesse ou qu'elle ne blesse quelqu'un. Après environ une demi-heure d'attente qui paraissait interminable,
Le prêtre fit son apparition dans la pièce avec une expression très grave sur son visage. Ensemble, nous avons tous récité une prière, puis installé Marie sur le lit. Il nous expliqua ensuite que quoi qu'il se passe ce soir, peu importe les atrocités auxquelles nous serions exposés, il est primordial de conserver notre sang-froid et surtout notre foi. Disposés main dans la main en arc de cercle face à Marie, Andy, Amanda et moi étions désormais prêts à être témoins de cette ultime tentative pour évincer cette malédiction qui avait déjà causé beaucoup trop de souffrance. Mon Dieu, entendez mes prières, venez-moi en aide, je vous en supplie. Me voilà dans la chambre que j'ai occupée durant ces 7 derniers jours. J'ai réuni les dernières forces qu'il me restait pour barricader la porte avec l'armoire et le lit. L'exorcisme, un massacre. C'était atroce. Le prêtre récitait des prières en latin tout en aspergeant Marie d'eau bénite. Mais après quelques minutes, celle-ci se mit à vomir du sang en jet, puis à se contorsionner de manière surnaturelle, comme si quelque chose la broyait de l'intérieur. Elle hurlait de douleur et suppliait ses parents de lui venir en aide. Puis tout à coup, plus rien. Je me penchais au-dessus de Marie pour tenter de déceler une respiration ou un pouls, mais rien à faire. Elle n'était déjà plus de ce monde. Quelle horreur! Cette pauvre petite si innocente. Nous n'avons pourtant même pas eu le temps de réaliser ce qu'il s'était passé, car tout à coup, la lumière du sous-sol s'éteignit instantanément, ainsi que toutes les bougies que nous avions disposées dans la pièce. Nous étions plongés dans l'obscurité la plus totale, quand soudain je fus pris d'un sentiment de peur indescriptible tant il était fort. Mon corps tout entier était incapable de bouger, et mon esprit de raisonner. J'étais comme foudroyé. Puis dans le silence morbide qui s'était installé, un bruit se fit entendre, à quelques mètres derrière moi, comme si quelqu'un marchait pieds nus dans une flaque d'eau. Peu à peu, la source de ce bruit semblait s'approcher de moi, jusqu'à se trouver à une dizaine de centimètres de moi. Je fus ensuite pris d'une douleur incalculable. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose, était en train d'exercer une étreinte extrêmement forte autour de mon cou. La douleur était si grande que j'en venais même à souhaiter ma mort. Mais soudain, plus rien. La chose semblait avoir disparu. Après quelques secondes, la lumière et les bougies se rallumèrent toutes, comme si rien de tout cela n'avait été réel. Malheureusement, tout ceci était bel et bien arrivé, et en retrouvant mes esprits, je fus témoin d'une scène abominable. En levant la tête, je découvris le prêtre, Andy et Amanda, tous trois pendus au plafond du sous-sol, au-dessus du cadavre de Marie. Pris de peur, je courus le plus vite possible, me réfugier dans la chambre qui m'avait été prêtée ces 7 derniers jours. Je souhaitais plus que tout au monde embrasser une dernière fois la photo de ma bien-aimée et de notre magnifique fille. Mais voilà qu'au moment où j'écris cette note, j'entends tambouiner à la porte. C'en est fini de moi. Sarah, Nicole, je vous...